pour reprendre un exemple de choix contraint, alors je parle effectivement du cas de l'avortement, hein, d'une de mes patientes, c'est un avortement qui m'avait beaucoup marqué. Un exemple emblématique, c'est le choix de Sophie de Styron, où vous avez cette fiction, mais qui aurait pu être une réalité, hein, qui est tragique, où dans une espèce de jeu sadique, un médecin nazi niaiement recueille une Polonaise sur les quais d'Auschwitz avec ses 2 enfants, et il va lui dire, ben voilà, juste à la descente du train, après plus de 40 heures de transit affreux, il va lui dire, puisque tu n'es pas juive et que tu es chrétienne, je te laisse un avantage sur les autres, tu vas choisir un de tes 2 enfants, il y en a un qui va mourir tout de suite, hein, et l'autre qui va aller dans le camp des enfants, lequel tu choisis? Et là, évidemment, c'est là où on atteint ce que j'appelle cette folie de l'homme, qui n'est pas une folie pathologique, qui n'est pas un problème symptomatique, mais qui est un problème moral. Là, elle devient folle au sens littéral de ce choix contraint. Un choix contraint, c'est-à-dire qu'on vous oblige à choisir là où vous ne voulez pas choisir. Et que c'est là où je dis qu'effectivement, vous avez la volonté qui tranche là où le désir s'efface. Là où votre désir est ailleurs, le désir de cette femme serait d'être tout à fait ailleurs que dans cette torture morale que ce choix contraint. Mais néanmoins, elle va décider. Donc, néanmoins, la volonté va trancher. Decidare en latin, ça veut dire trancher. Et la volonté va décider elle va voir sa fille partir dans la chambre à gaz, alors qu'elle va décider de sauver son fils. Et donc, la volonté va trancher, va prendre une décision là où le désir s'efface complètement. C'est pourquoi je dis, hein, et c'est un des grands ressorts de ce livre, c'est pourquoi je dis, c'est le moment où il y a arbitre, car on tranche, mais qui est tout sauf libre. Et je parle d'une parodie de choix comme d'une illusion de liberté. On fait un exercice de liberté, ou du moins de choix, puisqu'on tranche, on décide, mais c'est tout sauf libre. D'où le paradoxe, d'où l'illusion. Et c'est pourquoi je me bats contre ça, parce que finalement, notre société nous donne le sentiment de nous permettre d'être libres parce qu'on fait des choix, et c'est vrai. Mais en même temps, c'est très liberticide, parce que ces choix sont contraints, parce qu'on ne peut pas ne pas choisir. Vous voyez, prenons un exemple concret, c'est quand vous êtes citoyen, vous voulez faire votre devoir de citoyen et vous vous retrouvez au dernier tour des présidentielles avec 2 candidats que vous ne voulez pas du tout. Et que pour faire un barrage, par exemple, à l'extrême droite, eh ben, vous allez voter à notre candidat, malgré vous. Alors, vous pourriez dire, on peut s'abstenir, ou on peut voter blanc. Mais en même temps, le vote blanc et l'abstention ne sont pas reconnus dans la Constitution. Donc, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, vous êtes pris en situation de choix contraint si vous voulez faire votre devoir de citoyen. Et en même temps, si le candidat de l'extrême droite passe, par exemple, ça s'est déjà arrivé 2 fois, hein, donc je peux en parler facilement, et ben vous vous dites, j'aurais dû voter malgré tout. Et puis, si le candidat pour lequel vous n'étiez pas d'accord, mais qui est pour vous moins pire que le candidat de l'extrême droite passe et qui fait de terribles bêtises, ben vous vous dites, je suis responsable. Et c'est ça qui est terrible dans le choix contraint, parce que néanmoins, on a décidé. Et donc, néanmoins, on a tranché. Et donc, on devient malgré tout responsable. Et ça, c'est terrible. Parce que dans un choix contraint, vous avez à choisir entre la peste et le choléra, entre le marteau et l'enclume. Et donc, comme il n'y a aucun des 2 situations qui vous convient, vous ne pouvez qu'être responsable d'un des choix, donc c'est déjà horrible, mais en plus, vous êtes obligé de culpabiliser parce qu'il n'y a aucune des 2 situations qui vous convient. Donc, vous êtes complètement pris en otage. C'est comme lorsque vous parlez de la problématique éthique que l'on peut retrouver face au tri des patients qu'on a pu voir par rapport à la crise. Bah exactement. Ça, c'est mon quotidien avec mes étudiants, avec mes médecins, en fait, hein, mes étudiants en éthique. C'est pour eux, en partie, que j'ai écrit ce livre, parce que la question que je me suis posée, alors, le cas que je prends, c'est un de mes étudiants qui raconte, hein, qui témoigne de ce qui lui est arrivé, hein, pendant la crise sanitaire, où au moment, donc l'ARS avait fait en plein cœur de la crise, avait lancé une directive en disant les patients au-delà de 82 ans, on ne les accueille plus en réa. Donc ce médecin de garde, il lui reste une place en réa ce soir, cette nuit-là. Il y a un patient qui vient se présenter, il le refuse. Parce que il se dit que si dans la nuit il y a un autre cas d'un patient plus jeune, etc., il pourra pas l'accueillir, il va l'envoyer à la mort. Donc il décide de refuser de prendre ce patient, en sachant très bien qu'il y a de fortes chances qu'il puisse décéder dans la nuit sans soin.
Vers 2 heures du matin, il va se coucher et là, à 7 heures, il se lève et le grand drame, c'est qu'il se réveille et le matin, il va voir le service et le lit est toujours vide. Hmm. Et donc, comment ne pas culpabiliser? Et la question que je pose, donc là, c'est vraiment une situation de choix contraint. Lui, il a fait médecine pour pouvoir sauver des gens, pas pour pouvoir faire un choix entre ceux qu'il va sauver et ceux qu'il va laisser mourir sciemment alors qu'il peut les sauver. Et Hmm. c'est là où la question que je me suis posée, c'est qu'évidemment, vous comprendrez bien que ce genre de situation, ça entraîne une culpabilité inévitable. Complètement. Donc, la question que je me suis posée, qui est une partie très importante aussi de ce livre, c'est qu'une fois qu'on en est arrivé à ce constat, comment on fait pour survivre à ça? Comment on fait pour survivre à cette culpabilité?